Je regarde si je suis bien dans le bon angle, c'est bon. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, je vous avais promis plein de surprises et c'est parti pour ma toute première interview avec un vrai trader du marché. Bon, c'est vrai qu'on se connaît lui, on se connaît depuis tellement longtemps maintenant. Je suis ravi qu'il accepte de participer à ma vidéo et j'ai envie de dire, c'est pas... Marc Raffard, bonjour. Bonjour, comment vas-tu Rachid? Merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne YouTube Je t'en prie, c'est avec pour cette plaisir. interview. C'est un immense plaisir pour moi que de t'avoir ici. On se connaît depuis très longtemps maintenant, hein. Ça remonte à 2010-2011, à l'époque où j'étais en Suisse. Euh, alors, pour la petite info, hein, on avait quelque peu travaillé ensemble à l'époque, hein, au travers de nos fonds respectifs. On échangeait pas mal, notamment Tout avec à nos fait. amis traders en commun. Et donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, hein, qu'on aura le plaisir d'échanger à nouveau sur d'autres sujets sur lesquels je te ferai forcément intervenir sur ma chaîne. Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que pour mes auditeurs, tu pourrais te présenter, parce que finalement, toi et moi, on se connaît, mais les autres ne te connaissent pas. Bien sûr, alors je m'appelle Marc Raffard. Ouais, C'est mon nom, c'est le nom sous lequel je suis plus connu, c'est le nom, on va dire, une diminution de mon nom, une version courte de mon nom. d'accord. J'ai commencé en fait dans la vie professionnelle comme gendarme. Alors je sais même pas si toi tu le savais, que j'avais Non, commencé comme je ne le gendarme. savais pas. Donc j'ai fait 3 ans de 3-4 ans de gendarmerie, 4 ans en D'accord. incluant l'année d'école. Bon, ça a été une expérience intéressante, mais c'était pas Enfin, moi, si j'ai rentré en gendarmerie, c'était avec un objectif très précis, celui d'être motard. Pour plusieurs raisons, j'ai compris que c'était très compliqué, très long. Donc, j'ai pas eu la patience d'attendre 15 ans de brigade pour avoir peut-être la possibilité de devenir motard. Donc, j'ai préféré partir, quitter l'armée parce que c'est militaire, hein, pour revenir à la vie civile. Et là, j'ai eu quelques expériences commerciales à droite, à gauche. J'ai travaillé pour des mutuelles et je me suis intéressé. C'était en 2006, j'ai commencé à m'intéresser au trading. Et là, j'ai commencé, comme beaucoup, je pense, à ouvrir un compte de démo, à Mm. tester un peu le trading, à apprendre, à lire des livres, à suivre des formations, des webinaires, des conférences. À l'époque, il y avait des conférences qui étaient organisées dans le sud de la France. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à trader. Et j'ai eu l'opportunité à un moment donné, quand un courtier américain est venu s'implémenter à Paris, ouvrir un bureau à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir aller les rencontrer, aller les voir et leur proposer mes services et commencer à travailler pour eux. C'est là que j'ai mis un pied, on va dire, dans la finance de marché au niveau professionnel. J'ai commencé à travailler donc pour un courtier qui s'appelle FXCM. Voilà, Je j'en ai fait pense que sûr. c'est voilà, je pense que Voilà, c'est là qu'on a commencé à faire connaissance. C'était c'est dans ça. à peu près à cette époque-là. Après, j'ai travaillé pour un autre courtier à Londres. Donc, ça a été une grande étape dans ma vie de partir à la City à Londres, parce que toutes les transactions sur le Forex, ça se fait à Londres. C'est le centre névralgique, si on veut, du Forex. Donc, je suis parti à Londres travailler chez Oanda, donc un courtier aussi américain, qui venait aussi s'implémenter en Europe. Donc, j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans. Ensuite, je suis revenu à Paris et travaillé pendant quelques mois pour FXECM. Mais bon, ça a été difficile de revenir, de reprendre mes anciennes habitudes, etc. Donc, j'ai préféré, même si j'ai toujours beaucoup aimé les équipes avec qui j'ai travaillé, moi, j'ai fait le choix de repartir à Londres. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et là, à Londres, j'ai travaillé pour mon ancien directeur, en fait, avec mon ancien directeur d'Oranda, donc qui lui aussi est parti d'Oranda au bout de 2 ans et demi, en fait, quelques mois après moi. Et on a travaillé pour un courtier, ce qu'on appelle institutionnel, donc un courtier qui ne travaille qu'avec des brokers. Enfin, c'est ce qu'on appelle un prime broker. Donc, si on veut, c'est un courtier de courtier, quelque part. Donc, ça m'a donné, ça a solidifié, on va dire, mon expérience dans le courtage. Je suis resté avec eux un peu moins d'un an. Et à la suite de quoi, pour des raisons personnelles, j'ai eu envie de changer beaucoup de choses dans ma vie et je suis parti, j'ai démissionné et je suis parti m'installer en Bulgarie
Alors à la base, c'était pas forcément pour y rester 8 ans, parce que ça fait 8 ans que j'y suis. C'était Passe pour y vite. rester seulement 3, 6 mois pour découvrir un peu le pays et en attendant de trouver autre chose. Et il se trouve que l'un des clients que j'avais en Prime Broker, c'était JFD Broker, donc c'était un de mes clients en tant que Prime Broker. Et il se trouve qu'ils avaient des bureaux en Bulgarie. De fil en aiguille, en fait, le PDG de JFD avec qui j'étais en contact, et ben, il m'a dit, mais attends, tu es en Bulgarie, sache que moi aussi, etc. Donc, on s'est revus, en fait, autre que comme Prime Broker client, mais cette fois-ci plus comme ami, on s'est revus. Puis, de fil en aiguille, finalement, j'ai intégré ces équipes de JFD. Je suis resté 4 ans chez JFD. Et après, lui, en tant que PDG, il est parti, il a quitté la boîte. Il m'a demandé si je voulais partir aussi pour d'autres aventures. Donc, je l'ai rejoint. On a travaillé, on a collaboré sur certains projets crypto en tant que cofondateur, ce qui était très intéressant de s'essayer à cet univers des cryptos. Et ensuite, je suis revenu, en fait, finalement, à ce que je sais le mieux faire. En fait, pas tout à fait le courtage, en fait, parce que je me suis un petit peu diversifié. Puisque je suis revenu à la finance de marché, on va dire, plus traditionnelle, parce qu'on peut considérer que les cryptos, ça reste de la finance de marché, mais là, je suis revenu à quelque chose de plus traditionnel. Et là, ça va faire 3 ans, maintenant, un petit peu plus de 3 ans, que je travaille pour des émetteurs d'ETF. Donc, ces produits ETF. Alors, je suis plus côté courtier, je suis toujours en contact avec très, très en contact avec les courtiers, parce qu'une grosse partie de mon travail, c'est de faire en sorte que les produits soient disponibles chez les courtiers, que les courtiers en fassent la promotion, que les gens traitent ces produits-là. Mais je suis plus vraiment côté courtier, je suis côté émetteur. Donc, c'est un autre aspect du métier qui est très intéressant. Et tout au long de ces années, j'ai, moi, à titre personnel, pas mal tradé sur les marchés, même si je dois reconnaître que depuis 2020, j'ai mis un peu un frein sur le trading actif pour me concentrer plus sur la constitution d'un capital en achetant des actions, des ETF justement aussi, et plus de l'investissement long terme plus que du trading actif. D'accord. Et d'ailleurs, Voilà. je vois sur LinkedIn, les posts que tu fais concernant tes stratégies en ETF. Donc, j'imagine que c'est de celle-ci dont tu me parles. Donc, Exactement, exactement, ouais, je exactement. vous ai- Donc, j'ai une partie, on va dire, qui est investie à 60% sur les actions, 40% sur les ETF. Je pourrais être plus investi sur les ETF, mais j'aime bien aussi avoir les actions en direct. Ça Mm. permet d'avoir un investissement plus précis, une exposition plus précise. Voilà. Et après, je fais beaucoup de ce qu'on appelle en anglais du dollar cost average. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'ai mon portefeuille qui est que j'adapte évidemment en fonction. Là, je l'ai adapté il n'y a pas très longtemps. On va parler justement de l'actualité tout à l'heure, mais avec l'actualité, j'ai choisi de réadapter mon portefeuille. Je pourrais t'en parler un petit peu plus tout à l'heure, te dire comment je l'ai réadapté. Mais en fonction des situations, je réadapte évidemment mon Bien portefeuille. sûr, Mais par bien contre, sûr. une chose qui est sûre, c'est que j'ai mon allocation de base et tous les mois, je mets une partie de mon salaire et je renforce mes positions, mais voilà, de façon pondérée telle que mon portefeuille le prévoit, mais j'augmente la taille de mon portefeuille tous les mois de telle sorte que voilà, c'est ce qu'on appelle le dollar cost average. Ça permet d'investir sur du long terme en étalant finalement le prix d'entrée sur D'accord, ces positions. ça marche. Est-ce que, pour la petite parenthèse, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que c'est un ETF? Je ne suis pas sûr que ma Ah, et puis communauté soit parfaitement au courant. j'ai Dis-moi, oui. oublié, donc je travaille pour des émetteurs d'ETF et j'ai aussi un travail à temps partiel. Je suis responsable éditorial sur Café La Bourse. Donc vous l'avez Mhm. peut-être vu, j'écris des articles assez souvent. Je cherche de nouveaux auteurs et voilà, j'anime un peu le site. J'organise des webinaires aussi sur leur site. Et voilà, c'est une partie, voilà, c'est un travail, on va dire, à temps partiel que je fais à côté en plus de mon travail parce qu'il faut savoir que Café La Bourse, je les connais depuis plus de 10 ans. J'ai commencé à Mhm. écrire des articles chez eux ouais, il y a une dizaine d'années, peut-être plus même. Et voilà, j'entretiens de très bonnes relations avec eux. Et depuis le mois de janvier, du coup, j'ai accepté de les épauler, de les aider sur certaines tâches attenantes au site. D'accord, Voilà. super. Et donc, je Alors, te demandais si tu pouvais expliquer ce que c'est qu'un ETF pour mes auditeurs, pour leur culture générale, pour qu'ils bien puissent sûr. mieux appréhender ce produit. Alors, un ETF, en fait, c'est ce qu'on appelle plus souvent un tracker en français. En France, d'ailleurs, c'est la particularité de la France. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, donc c'est un Ouais. fonds listé en bourse, si on veut.
C'est tout à fait la bonne définition. En fait, c'est un fonds d'investissement qui est listé en bourse. En France, on appelle ça un tracker parce que les produits les plus connus en France, c'est les ETF CAC 40 qui traquent justement le CAC 40. C'est pour ça qu'on appelle ça un tracker, puisqu'il traque le CAC 40. Mais en réalité, il y a plein d'autres types d'ETF. Il y a des ETF sectoriels, il y a des actively managed ETF, donc des fonds, des ETF qui sont des fonds gérés activement, qui s'approchent plus finalement d'un hedge fund ou d'un fonds spéculatif. Il y a des ETF à levier, il y a des ETF indiciels, il y a des ETF thématiques, il y a toutes sortes d'ETF. Moi, j'aime particulièrement tout ce qui concerne les ETF thématiques. Je gère aussi un site qui s'appelle Scout en Bourse, sur lequel je parle beaucoup de la finance responsable. Donc, par exemple, il y a des ETF, ce qu'on appelle ESG, qui vont aller traquer soit le secteur des énergies renouvelables, soit le secteur des énergies solaires, soit il y a aussi des ETF, ce qu'on appelle clean living, qui vont se focaliser seulement sur les entreprises qui produisent ou qui développent des technologies qui permettent de rendre finalement la consommation plus propre. Il y a plein de thèmes différents. Et évidemment, c'est intéressant de pouvoir traquer le CAC 40, mais bon, je veux dire, c'est pas là que les ETF ont vraiment révolutionné les choses. Là où il y a la plus grosse révolution, c'est sur tout ce qui est thématique. Et c'est là qu'il y a je pense, le plus grand intérêt, en tout cas à mon sens, dans cette révolution que sont les ETF, qui permettent finalement, qui sont listés comme une action. Donc ça se traite comme une action. Hein. C'est coté en bourse à Londres, à Euronext Paris ou Francfort ou autre, sur différentes places. Ça se traite comme une action. En général, ça coûte entre quelques euros, donc 5-10 euros en général. Les ETF, ça dépasse rarement les 100 euros. Ça existe, hein, des ETF qui ont coûté 100 euros. Enfin, en général, c'est comme une action, c'est-à-dire que voilà, ça coûte quelques euros, la plupart du temps quelques dizaines d'euros. On l'achète. Ils peuvent être à réplication physique ou réplication synthétique. Ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, peut-être un petit peu compliqué, mais bon, en tout cas, on achète une part du fonds qui détient 20, 30, 50, 100 actions. Donc, ça permet aux investisseurs de se positionner de façon diversifiée sans être obligé de mettre des dizaines de milliers d'euros sur la table. D'accord. Je te remercie Voilà. pour ta définition. Après, on pourra Bien. faire d'autres webinaires où on parlera justement synthétique, Exactement. physique, comment ça fonctionne, les Ouais, swaps. Enfin, il y a plein de choses à dire, mais bon, je pense que pour cette première interview, on va rester sur du c'est ça. basique pour pas perdre nos auditeurs. C'est ça, exactement. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour. J'aimerais bien avoir ton avis, en fait, donc en tant qu'autre professionnel, hein, en tant que professionnel d'ailleurs établi, hein, parce que moi, je fais mes vidéos pour le plaisir, je suis à fond sur les Bien marchés, sûr. c'est vrai, mais c'est toi, après tout, c'est ton métier. Et j'aimerais bien avoir ton retour, ton avis, ce que tu penses des marchés en ce moment. Parce que, si tu permets, j'ai une grande question, une immense Mhm. question, c'est de mémoire civilisationnelle, je n'ai jamais vu des marchés se comporter comme ils le font. Enfin, c'est-à-dire que bon, je les ai pas vécus tous, hein, quelques siècles, mais quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, on a toujours eu un vrai catalyseur. Dans les années 70, on a eu la crise pétrolière. Au début des années 2001, même si ça avait commencé en 96, on a eu enfin la bulle internet. Mhm. En 2008, bah, la conséquence de la crise internet, c'est qu'on a baissé les taux d'intérêt, les taux d'intérêt tellement bas et à taux variable, ce qui fait que derrière, on a créé une bulle de l'immobilier qui a pété en 2008. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est aujourd'hui, on a une bulle immobilière, on a une bulle obligataire, on a un conflit géopolitique potentiellement qui pourrait embrayer sur une troisième guerre mondiale. On a eu la crise sanitaire qui est toujours d'actualité et qui est revenue sur le devant de la scène avec ce qui se passe à Mhm. Shanghai. On a une bulle du marché action. En fait, on est dans le everything is bubble, mais rien ne pète. Tout va bien. Alors, je comprends que l'année dernière, on a eu le TINA avec les quantitative easing massifs qui ont été mis en place par les principales puissances de la planète, mais quand même, ça justifie qu'à un moment donné, on arrive à un point C'est de saturation. Alors il y a plein. Alors c'est super intéressant ce que tu dis. Effectivement, quand on voit les niveaux du CAC 40, on voit que tous les marchés sont à la hausse, même si c'est un petit peu retracé en début d'année, Ouais, même fort, hein, même c'est vrai. certaines actions ont baissé assez fort. Ouais. On est quand même loin d'une situation financière qui est à la hauteur de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, comme tu le dis, on est plus que jamais
proche d'une troisième guerre mondiale, même si on a eu des moments où finalement on était plutôt soulagé, où Poutine se retire de Kiev. Là, tout dernièrement, les Ukrainiens ont fait exploser un bateau de guerre. Il faut couler un bateau de guerre russe, ce qui remet la possibilité d'une troisième guerre mondiale sur le devant de la scène, puisque là, évidemment, j'ai Je envie de sais dire pas les si tu as Russes, mais vu. ouais. Excuse-moi, je ne sais pas si tu as vu, mais hier soir, la Russie a envoyé un message très clair à Biden qui est de lui dire d'arrêter d'armer, sinon il va devoir faire face à des conséquences imprévisibles. Mais Et, j'ai même mais, vu, et j'ai un même jour vu. avant, attends, excuse-moi, juste pour Vas-y, finir, un vas-y. jour avant, on a la Russie, les États-Unis, pardon, qui ont publié une annonce en disant qu'ils faisaient tout pour éviter l'escalade jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. Bon, on sait très bien que les Américains se foutent de la gueule du monde. J'ai l'impression qu'il n'y a que qui voient que, enfin, il y a que qui voient pas à quel point ils prennent les gens pour des cons. Mais ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Mais j'ai du mal à, je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Enfin, j'ai du mal à comprendre pour comment ça se fait que les marchés tiennent encore. Voilà. Ben moi, par rapport au conflit Ouais. russe-Ukraine, je lisais même ce matin qu'il y a des médias russes qui, qui ont déjà, suite à ce qui s'est passé ces derniers jours, qui ont déjà. Alors après, on sait que les médias russes, en général, ils disent pas des choses qui ne sont pas déjà validées par le gouvernement. C'est un peu le principe d'un gouvernement, on va dire. Type Russie, je veux pas dire que c'est pas une dictature ou quoi, c'est plutôt un régime totalitaire. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont dit que voilà, maintenant, c'était plus une guerre contre l'Ukraine, c'était une guerre contre l'OTAN. Donc ça, c'est ce qui est dit ce matin dans les médias russes. Ok, ok, ok. Donc là, le Donc, risque est plus que jamais réel. et plus que jamais réel. Donc, effectivement. Alors, qu'est-ce qui explique Alors, il y a plusieurs explications. C'est-à-dire que il y a les explications habituelles. Bon, bah, les taux, même s'ils ont été remontés légèrement, ils restent quand même très bas. Donc, les fonds de pension, les asset managers, etc., investir dans de l'obligataire, ça rapporte zéro. Donc, Ouais, d'accord. quelque part, ça profite aussi au marché action. Donc, il y a ce phénomène-là. Ce phénomène qui fait que bon, bah, les taux étant bas, on investit là où on peut, on investit là où c'est le moins risqué. Donc, c'est de l'equity, les méga caps. D'ailleurs, on verra que c'est surtout les méga caps qui tirent les marchés vers le haut, hein. Surtout pour les marchés américains. Ouais. Ça devient absurde, hein, quand les FANG, les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, Ouais, complètement. représentent 50% du Nasdaq et 25% du S&P 500, c'est absurde. Mais bon, bref. On est d'accord. Il y a déjà, je pense, ce première problématique des taux. Ensuite, deuxième, comme tu disais, il y a eu voilà, un afflux massif de capitaux durant le Covid. On sait qu'il y a des aides qui ont été distribuées massivement, il y a des injections de liquidités qui ont été faites comme jamais. Donc ça peut être la deuxième explication. Et en fait, la troisième explication, mais ça, c'est plus une théorie qui m'est propre à moi, parce que là, Mhm. c'est ce qu'on lit un peu, ce qu'on vont te dire tous les analystes. Oui, Les oui. analystes vont te dire les taux sont bas, donc on reste sur les actions. Il y a eu des injections de liquidités, donc ça a favorisé les marchés. Donc tout ça, c'est ce qu'on lit. Moi en fait, mais vraiment très personnel, je ne pense pas avoir lu ça autre part. Je pense qu'on est dans la bourse 3.0. C'est-à-dire que si on analyse comment évoluer la bourse, au début, bon, bah, c'était quelque chose qui était difficilement accessible, réservé plutôt à une élite. Il fallait des sommes importantes pour ouvrir un compte bourse. C'était onéreux, c'était des transactions qui se passaient par téléphone. Et on va dire, c'était vraiment, on va dire, une très très petite partie de la population. Je parle dans les années 70-80, une Ouais, très très complètement. partie de la population qui investissait en bourse. C'était vraiment soit les grandes fortunes à travers des gérants privés, soit des passionnés, mais qui avaient quand même des capitaux importants. Enfin bon, c'était quand même très minoritaire. Et il est arrivé Internet avec tous les courtiers en ligne, avec les CFD, mais aussi des plateformes comme des courtiers à Easy Bourse, Fortuneo, tout s'est démocratisé aujourd'hui. On va dire monsieur tout le monde qui a un patrimoine, un compte Boursorama ou autre, qui a 10 ou 20 000 euros, peut, même moins, même 5 6 000 euros, peut investir en bourse. Peut-être pas en se diversifiant de la façon la plus optimum s'il n'a que 5 ou 6 000 euros, mais je pense qu'avec 10 20 000 euros, on peut commencer à faire quelque chose. Et on va dire jusqu'en 2000,
jusqu'en 2020, donc les 20 années qui ont suivi les années 2000, en fait, l'ère d'Internet a permis d'arriver sur ce qu'on appelle la bourse 2.0. Donc, c'est-à-dire, on n'a plus besoin de passer les transactions au téléphone. Et encore, quand je dis au téléphone, il y avait beaucoup de gens, c'était même pas au téléphone, c'est-à-dire qu'ils allaient voir leur conseiller bancaire à l'agence, ils disaient tiens, je veux acheter des actions Carrefour, et le monsieur il saisissait ça soit dans son ordinateur, soit sur un formulaire, ça partait, et puis le mois d'après, on vous disait c'est bon, vous avez vos actions Carrefour. Donc ça se faisait de façon, dans les années 70-80, ça se faisait de façon très archaïque, on ne savait même pas à quel prix on était exécuté, on demandait à sa banque qu'on voulait acheter, c'était fait sous un délai de quelques jours, quelques semaines. C'était complet. Voilà. Après, il y a la bourse 2.0, donc on a l'arrivée de tous ces trucs qui arrivent du coup instantané, plus accessible, plus facile. On le fait soi-même. Donc ça déjà, ça a été une grosse transformation pour la bourse et pour les marchés, ça les a énormément transformés parce que du coup, il y a beaucoup plus de réactivité. C'est-à-dire qu'autrefois, on achetait dans les années 70-80. Bien sûr, il y a eu des crises aussi, il y a eu des chocs pétroliers, mais les gens, pour aller vendre leurs actions, il fallait soit qu'ils passent au téléphone, soit qu'ils allaient prendre rendez-vous avec leur conseiller financier. Ça prenait des semaines. Donc, les cracks boursiers, bien sûr, les gens, quand ils voyaient qu'à la télé qu'il y avait des cracks boursiers, ils se précipitaient pour aller à l'agence, faire vendre leurs actions, mais c'était des processus qui s'étalaient beaucoup plus dans le temps. Donc, du coup, les crises duraient plus longtemps, étaient moins violentes, ça a baissé, mais ça a baissé durablement. Avec l'arrivée d'Internet, on l'a vu en 2008, avec la crise des subprimes. En 2000, avec la bulle d'Internet, je ne sais pas si c'était encore vrai parce qu'on était encore dans une transition. Mais en tout cas, en 2008, c'est violent. Quand ça part très fort, ça baisse très, très fort. Pourquoi? Parce qu'il y a cette plus grande réactivité. Et il y a ce que j'appelle la bourse 3.0 qui est arrivée plus vers les années 2000 avec tous ces nouveaux, ce qu'on appelle les néo-courtiers, donc Robinhood, qui permettent vraiment les micro-investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'en 2020, il fallait encore quand même avoir, si on voulait investir en bourse sur des actions. Je ne parle pas du trading de CFD qui propose l'effet de levier, je parle vraiment de la bourse traditionnelle. Il fallait quand même avoir un petit capital. Aujourd'hui, avec tous ces néo-courtiers type Robinhood, Trade Republic, Trading 212, etc., Bucks, il y en a plein, ça fleurit de partout. On peut acheter des actions fractionnées. Donc, pour acheter une fraction d'1 euro, c'est encore plus, on va dire, démocratisé. C'est encore plus facile d'accès. Très souvent, c'est des courtiers qui proposent simplement une application mobile. Donc, c'est encore, moi, je le vois, moi, j'ai un compte chez un de ces néo-courtiers. Je reçois des alertes sur mon téléphone. Tiens, l'action a baissé de temps, l'action a monté de temps. Donc, il y a encore plus de réactivité. Ça va encore plus vite. Et on le voit, on l'a vu, le début de la crise de Covid, la baisse, elle n'a vraiment pas duré longtemps. Hein. Quand on a eu l'annonce du Covid en mars 2020, ça a baissé très fort de 20-30%. Ça a remonté tout de suite après. Ouais. C'est vraiment presque un flash crash. Je dis pas un flash crash, mais presque. Et en fait, tout ça, c'est des nouveaux investisseurs. C'est des investisseurs qui n'étaient pas jusqu'à présent sur les marchés. C'était des investisseurs qui avaient peut-être quelques centaines, quelques milliers d'euros, mais pas plus, à 100, 200, 500, 1000 euros maximum, qui n'existaient pas sur les marchés avant et qui aujourd'hui sont sur les marchés. Une grande partie d'entre eux se sont intéressés au marché en venant des cryptos. Donc, c'est des jeunes, c'est des gens qui vont mettre un petit peu de sous et ils n'ont pas du tout les mêmes réactions que les investisseurs. Enfin, je pense, ça c'est mon analyse, ils n'ont pas du tout les mêmes réactions que les autres types d'investisseurs qui avaient pu avoir avant. Eux, ils ont des plus petites sommes, c'est 100, 200, 300, 400 euros. Bon, si ça craque, si ça baisse de 30, 40, 50%, les marchés, c'est pas grave. Déjà parce qu'ils sont habitués à la volatilité sur les cryptos. Et en plus, parce que ce n'est pas des sommes importantes, donc c'est des gens qui sont vraiment dans la mentalité buy and hold. Ils s'en fichent, ils n'ont pas de stop loss, c'est des petites sommes. Mais pour ces néo-coursiers, ils regroupent quand même, et je le dis bien, des millions de clients. C'est-à-dire que Trading 212, ils ont 1,5 million de clients. Trade Republic, ils doivent avoir plus d'1 million de clients. Voilà, tous ces Robinhood aux États-Unis, c'est plus de 20 millions de clients. Donc, c'est des millions de clients, des dizaines de millions de clients. Bon, évidemment, qui investissent des petites sommes, mais au final, ça correspond quand même à des milliards de dollars. Et c'est des gens qui n'ont pas du tout la même attitude que ce qu'on a pu avoir l'habitude d'avoir jusqu'à présent. Donc, comme quand les intervenants de marché changent, finalement, les marchés ne réagissent plus pareil. Et alors, évidemment, on peut se dire que ça ne paraît pas énorme par rapport
aux milliards qu'il y a sur les marchés. Hein, c'est qu'une fraction de tout l'argent qui est investi en bourse, mais ils sont investis de façon très, justement, énormément sur Tesla, sur Facebook, sur Twitter, sur des valeurs comme ça. Et ils soutiennent, moi, je pense qu'ils soutiennent les marchés énormément et qui sont une des raisons, ça c'est pas la seule raison, mais ils sont une des raisons qui font que les marchés restent hauts, parce que là où un gestionnaire d'actifs ou un fonds d'investissement se dirait, bon voilà, on vend, c'est pas bon, ben, eux, ils restent, voire même ils rachètent. D'accord. C'est vrai que des petites sommes, on a beau, c'est-à-dire que ce sont de petites sommes, mais cumulées sur des millions de personnes, ça peut avoir un impact. Bon, je te rejoins complètement, hein, sur ce que tu dis. Et effectivement, l'une des autres raisons, ça va quand même être ce fameux quantitative easing qui a été mis en place, à échelle planétaire, quoi. Mais tout de même, en fait, si tu veux, je reste quand même convaincu, hein, ça c'est que mon avis encore une fois, mais que la monnaie a une mécanique qui l'a conduit à un moment donné à un point de rupture. Et quand je vois tous les trop pleins qu'on a, sur absolument, tout ce que je t'ai dit, hein, c'est-à-dire, marché obligataire, le marché action, le marché des indices, le marché de la crypto lui-même, tu m'en as parlé, effectivement, j'en avais Mmh. pas parlé avant, et qui a également pas mal baissé. Donc, voilà, à un moment donné, on est censé avoir atteint le marché de l'immobilier, on est censé avoir atteint un point de rupture. Enfin, Mmh. habituellement, un point de rupture génère un crash. Là, on en a plusieurs points, mais tout va bien. Ça ne bouge, ça continue à tenir. En fait, les crashs, c'est des, comment dire, c'est des mécaniques de flux, si on veut. C'est-à-dire que ce qui provoque les cracks, c'est qu'à un moment donné, tout le monde retire son argent. Alors, ça peut être un crack obligataire parce que tout le monde retire son argent des marchés obligataires pour le mettre sur les actions ou sur du cash. Ça peut être un crack action parce que tout le monde retire son argent des actions et le met sur de l'obligataire ou sur autre chose. Aujourd'hui, et ça, c'est un truc que je constate beaucoup, donc la crise du Covid, en fait, donc ce qu'on a connu entre 2020 et 2022, qui n'est pas terminé, comme tu le dis très justement, ça revient sur le devant de la scène. Je pense les gens n'ont pas perçu ça comme une crise financière. Il y a beaucoup de gens qui ont investi. Tous les courtiers avec qui j'ai pu discuter n'ont jamais vu autant de nouveaux clients que pendant cette période-là. Il y a des gens qui étaient payés, entre guillemets, à rester à la maison. Alors, c'est plus vrai aux États-Unis qu'en France, mais bon, il y avait le chômage, il y avait des aides, il y avait quand même des choses. En fait, il y a énormément d'argent qui a été investi. Il y a eu, voilà. Aujourd'hui, avec cette crise en Ukraine qui fait peur, hein, parce que je pense vraiment, moi, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense vraiment qu'on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Ouais, Moi, complètement. je suis pas bien placé en Bulgarie, hein, parce que je suis vraiment pas loin. Hein. Fais Mais tes valises, fais tes valises. ouais, je suis à 300 ouais, je suis à 300 km Oh. voilà, c'est pas très loin. Mais je pense vraiment que ça peut dégénérer et depuis le mois depuis le fin février début mars, moi, parce que je discute beaucoup avec les courtiers par ma fonction d'émetteur d'ETF, tous les courtiers nous disent aujourd'hui, en fait, on n'a pas de retrait massif de capitaux de gens qui vendent leurs actions, qui paniquent ou quoi. On a de l'attente. Les gens sont en Mm. attente de ce qui va se passer. Donc, en attente, c'est pas bon signe parce que s'ils sont dans l'attente, c'est quelque part qu'il y a de la peur, qu'ils ne Exactement. savent pas quoi faire, qu'ils sont perdus. Et il suffit qu'un phénomène déclencheur, comme je sais pas moi, une annonce d'une invasion de la Pologne ou d'une attaque de la Pologne par la Russie ou d'une attaque nucléaire, peu importe, pourrait justement sortir de cette période d'attente pour que les gens passent à l'action. Alors, passer à l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les gens ils vont retirer, ils vont récupérer du cash, soit ils vont acheter de l'or, mais c'est toujours des transferts de flux en fait. C'est-à-dire que quand il y a un crack quelque part, ça profite toujours autre part. Surtout que là, on est sur une problématique très très européenne. Donc ça peut profiter à l'or. À mon avis, il peut y avoir des retraits massifs et les gens vont se ruer sur l'or parce qu'ils vont avoir peur. C'est une possibilité. Ils peuvent se ruer aussi sur les crypto-monnaies. C'est une possibilité aussi. On l'a vu, hein, en Russie, quand il y a eu toutes ces sanctions, tous les Russes Ouais. se sont mis à acheter des crypto-monnaies pour éviter justement les sanctions bancaires, etc. Alors même si ça a rebaissé depuis, au moment de l'annonce des sanctions, le Bitcoin a très très fortement monté à cause de ça. Ça peut être des transferts de capitaux parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, là, on parle des particuliers qui ont leurs actions. Les gestionnaires, ils ne vont pas tout vendre. Hein. Les gestionnaires, leur boulot, c'est d'être investis aussi. Les fonds, ils sont investis. Alors, ils peuvent être à un moment donné plus liquides et ne plus investir leur argent, mais l'objectif, c'est quand même qu'ils soient investis quelque part. Donc, ça peut être sortir des actions européennes pour aller sur des actions américaines, par exemple.
D'ailleurs, moi, je pense que ce conflit-là, à un moment donné, va profiter au marché américain, comme toujours. De toute façon, quand il y a des conflits quelque part dans le monde, enfin, si on regarde, hein, que ce soit les conflits en Irak, en Afghanistan, peu importe, quand ça a été le bordel quelque part dans le monde, ça a toujours profité au marché américain. Bon, Ouais, forcément. voilà. Il Donc, pèse pour plus de la moitié des échanges des principales places mondiales de la planète. Alors forcément. Exactement. Donc, voilà, après, qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile à dire. En tout cas, c'est vrai que quand on regarde les marchés, après, il n'y a pas non plus, quand on regarde les entreprise par entreprise, si on regarde, les résultats sont bons, hein. Les résultats de chaque entreprise du CAC 40, quand on les regarde indépendamment de la situation macroéconomique et politique, sont très bons. Donc, voilà. Mais par contre, ça peut, évidemment, comme on est dans une période d'attente, ça peut très vite dégénérer. Ouais, complètement. Ok, bon, ma foi. J'ai pas plus de questions. C'était une première interview, comme tu le sais, D'accord. enfin, les premiers pas, on va dire. J'avais promis à mes auditeurs que j'allais réaliser une interview et je suis ravi que tu y aies participé. C'était un plaisir. Et d'ailleurs, Ouais, pour te rendre l'appareil, quelque part, si tu le souhaites, comme ouais, tu sais que je suis responsable, je le disais tout à l'heure, je suis responsable éditorial de Café de la Bourse et Café du Trading. D'ailleurs, toi, tu es plus orienté trading. On a 2 sites, enfin, on a 3 sites, Café du Trading, Café de la Bourse et Café du Patrimoine. Moi, je serais ravi, si tu veux, si tu as un sujet qui te tient à cœur, un sujet sur lequel tu souhaites écrire, d'éditer un de tes articles sur peut-être Café du Trading, du coup. d'accord, ok. Ça va être très bon pour faire monter rapidement mes nombres de vues. Mais écoute, pourquoi pas? On te créera un profil contributeur à ce moment-là Avec plaisir, ouais. voilà, avec ton LinkedIn, ton Twitter, et on sera ravis de te publier. Et ton site internet, etc. Bah, d'une pierre deux coups pour le coup. Voilà, exactement. Bon, bah, je Exactement. te remercie beaucoup, Marc, c'est très gentil à toi. Et Je t'en bah, au prie. plaisir voilà, dès qu'il y aura de nouveaux sujets intéressants et qu'on aura un peu de temps tous les deux, bah, se refaire des interviews, peut-être même voilà, des sortes de webinars où tu expliqueras un petit peu comment on fait, comment on s'y prend sur le marché de l'ETF, un marché que je connais, mais je connais pas aussi bien que toi, c'est évident. On pourra même, Voilà. alors parler de, comme je disais, de qu'est-ce que c'est la réplication physique, qu'est-ce que c'est la réplication synthétique, comment ça marche, les frais sur les ETF, parce qu'il y a des frais, c'est des produits financiers. On pourra faire ou même aller décortiquer un ETF, c'est-à-dire on en prend un, on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il est Ça marche. composé. Tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ça sera avec plaisir. C'est génial. Malheureusement, je suis pas connecté à Bloomberg, donc je peux rien faire de tout ça. Et franchement, si tu peux montrer tout ça à mes auditeurs, ça va être génial. Ça va vraiment être Super, kiffant, quoi. avec plaisir, avec plaisir. Bon, bah Marc, je te remercie beaucoup. Je te dis à une prochaine fois. Mes À très auditeurs, bientôt. vous avez entendu. Donc, accrochez-vous, abonnez-vous, soyez plus nombreux parce que là, vous allez en prendre des vrais cours de finance de marché avec Marc. Super, à très Allez, bientôt ciao, alors dans ciao. une prochaine Salut. vidéo. Ciao, ciao.